Coucou, Alors, bonjour tout le monde. Je suis Julien Vitier. Je vais vous présenter une petite étude qu'on mène en ce moment au GMHL, enfin, dans le groupe Micromammifères. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je devais présenter ce petit diaporama avec Marius Ruchon, mais qui n'a pas pu nous rejoindre pour un petit problème de santé et puis le fait qu'on soit un petit peu en avance aussi, je pense. Du coup, je serai tout seul à vous présenter cela. Il y a également, Clémence Brosse qui est à côté de moi, mais qui reste, en vigie pour m'accompagner. Du coup, voilà, c'est donc une petite étude qu'on a menée sur, le campagnol amphibie et le campagnol terrestre. Alors sur la base, des crânes que l'on trouve dans les pelotes de réjection, essentiellement de chouettes et fraies. Par simplicité, parce que c'est jamais très simple, on a choisi d'utiliser le terme, Arvicola amphibius. On pourrait, éventuellement considérer, Amphibius monticola selon les publications, les plus récentes et selon lesquelles, enfin selon celles qu'on retient. Mais par simplicité, pour le reste, on va s'en tenir, Amphibius, en tout cas dans notre présentation. Je vous présente donc la problématique. Nous sommes donc dans une région, le Limousin, qui, accueille les 2 espèces. Les 2 sont plutôt bien représentés, même s'il y a peut-être des choses à revoir en termes de répartition. Mais en tout cas, on trouve les 2 espèces, à la fois sur le terrain et dans les pelotes de réjection. On a des critères d'identification qui, sur, les bases de crâne qui sont relativement subjectifs et donc, qui sont pas toujours évidents à juger. Par ailleurs, comme, je l'ai évoqué avant, on a une taxonomie qui est encore, en évolution avec, des publications, encore en 2020, sur le sujet et très récemment, Stéphane Olagny a fait une petite synthèse, pour les SFEPM. Actuellement, on considère que donc il y a, selon la liste SFEPM, 3 espèces, donc, Sapidus, Amphibius et Monticola. Même si certains auteurs, considèrent qu'on peut se limiter à Amphibius. Par ailleurs, certains des caractères, ostéologiques que l'on juge sont, très clairement liés enfin, probablement, mais assez évidemment liés à leur comportement et donc peuvent être plus liés à une forme. Donc on parle souvent de forme fouisseuse ou aquatique, donc, pour des individus de surface ou plutôt fouisseurs, qui, évidemment orientent, certains caractères comme, notamment la projection des incisives supérieures, par exemple. Du coup, bon, il nous a semblé, important, enfin pour nous, parce qu'on avait des problèmes d'identification, enfin, il y avait beaucoup d'incertitudes dans les identifications, pardon, des crânes que l'on trouve lors de nos sessions d'analyse de pelote, de creuser un petit peu la question et puis d'utiliser, les outils, génétiques pour éventuellement, confronter, nos résultats. Donc là, c'est juste une petite, manipulation, une petite extraction qu'on a fait de nos données, pelote, dans la base. C'est juste pour vous montrer que en fonction des périodes, donc là, on a une période assez vaste qui est avant 2000 et après c'est des tranches, de 5 ans et c'est ce graphique, enfin cet histogramme fait apparaître la proportion des 2 espèces, d'après les identifications, en tout cas ce qui a été retenu et saisi dans la base. Donc vous pouvez voir que sur les premières périodes, on avait une forte proportion d'Amphibius par rapport, aux Sapidus. On a eu 2, enfin 1 décennie finalement où, les choses se sont équilibrées. Puis, pour en revenir en fait à une, proportion, plus importante, d'Amphibius sur, les 5 dernières années. On remarque aussi qu'on est de plus en plus prudent ou en tout cas de moins en moins sûr de nous et que donc on a une, plus grande proportion aussi d'indéterminés, notamment, sur les dernières 5 années. Donc, voilà, on pense que ça, c'est quand même plus lié aux critères qu'on utilise qu'à une réalité biologique, puisque enfin, l'évolution s'inverse à un moment, est très brutale. Et puis en discutant avec, les précédentes personnes qui faisaient par exemple des analyses de pelote au GMHL, on se rend compte qu'on ne privilégie pas forcément les mêmes critères puisqu'il y en a plusieurs en termes ostéologiques. Du coup, l'objectif, enfin la façon de faire, c'était de collecter une centaine d'échantillons d'Arvicola issus de pelotes des frais, sachant qu'on a un taux, assez stable, d'ailleurs sur les 20 ou 30 dernières années,
d'un peu plus de 2 des proies en Limousin qui sont des arvicolas, enfin, dans lesquels, en tout cas, on retrouve des crânes d'arvicolas. Parmi ces 100 échantillons, on en a sélectionné 30 en Limousin plus un hors Limousin. Donc pour ces 30 échantillons, on a essayé de tendre sur une proportion un tiers, un tiers, un tiers. Alors j'explique, c'est un tiers qui nous semblait plutôt Sapidus, un tiers qui nous semblait plutôt, Amphibus et un tiers juste d'échantillons, pour lesquels on avait des critères, vraiment, qui nous permettaient vraiment pas d'arriver à une espèce ou à l'autre. Donc des choses plus indéterminées. On a essayé aussi d'avoir des crânes relativement bons pour pouvoir faire des mesures et pour pouvoir bien juger des critères ostéologiques, sachant que c'est pas évident vu que beaucoup d'individus sont des juvéniles, notamment pour les types Sapidus. Par ailleurs, on a essayé aussi d'avoir, un échantillonnage assez large en termes d'origine géographique dans le Limousin et on a ajouté, c'était plus pour la génétique, un individu qui vient de Valcabrère. Donc ça se situe en Haute-Garonne, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est à côté de Saint-Bertrand de Comminges, si je me souviens bien et donc c'est de cette commune qu'a été, décrit, le Amphibus monticola. Donc ça nous semblait intéressant d'avoir un échantillon qui nous a été, confié, pour comparaison génétique et pour pouvoir le fournir, comment dire? Au laboratoire d'analyse. Donc sur ces 31 échantillons, on a utilisé 9 critères ostéologiques, 1 sur le crâne, 4 sur les mandibules et 4 sur, la molaire inférieure, première molaire inférieure. Des mesures ont également été, pratiquées sur ces échantillons. Du coup, on a donc, mené une identification basée sur ces critères ostéologiques et l'objectif, c'est ensuite d'envoyer ces échantillons à un laboratoire d'analyse génétique, donc, dans le cas présent Antagène, pour, tenter d'avoir un résultat génétique et de pouvoir comparer nos 2 techniques. Enfin, les résultats du moins. Donc pour rappel, ça c'est un extrait du cahier technique, CPN GMHL, bon, qu'on utilise, assez couramment pour, les déterminations. Alors, il y a rien de nouveau, c'est des critères qu'on retrouve dans beaucoup de clés, un peu partout, en France. Et donc comme je le citais avant, donc des critères sur, la projection des incisives supérieures, des critères sur les mandibules et un critère, sur la molaire inférieure, notamment sur, le bord, avant. Donc on s'est limité donc à un critère sur le crâne, c'est-à-dire, la projection des incisives, donc, orthodonte ou proclive. Sur les mandibules, par contre, on a proposé plusieurs critères, rien de nouveau non plus, mais qui étaient, la longueur du processus coronoïde par rapport au processus condyloïde, la position du foramen par rapport à la racine, donc au bourrelet de la racine à l'arrière de la mandibule, le renflement que l'on voit un petit peu ici, si on veut, de l'apophyse condyloïde, et on voulait aussi comment dire? Faire remarquer qu'on avait essayé d'avoir une base commune, c'est-à-dire de toujours avoir, comme référence la surface des dents, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que suivant les clés, suivant, les éléments bibliographiques qu'on avait, le positionnement en fait des pièces osseuses pouvait varier et ça influençait un peu le jugement qu'on avait sur ces critères. Donc, on a toujours, tenu compte de ces barres parallèles qu'on a ici pour que tous les observateurs, jugent de la même façon. Mince, j'ai pas tout. Pourquoi j'ai pas c'est bon pour vous? Ouais, d'accord. Concernant la molaire inférieure, donc on s'est basé un peu sur les dessins, qui figurent dans la publication de Pomesco et Lecomte de 2013. Donc là, c'est juste quelques dessins qui en sont extraits, mais je pense que la plupart d'entre vous les ont déjà vus. Du coup, là, on s'est permis de les reprendre et de les annoter.
Du coup, en fait, c'est quasiment un seul, critère, mais qu'on a essayé de décrire de façon, un peu différente pour voir ce qui marchait le mieux, puisque très souvent, on se rend compte que le problème, c'est d'expliquer un petit peu, aux observateurs, ce que l'on voit et ce que l'on considère, comme critère. Donc la première façon, le d'écrire, c'était d'avoir, enfin de savoir si l'avant de la molaire avait été symétrique ou dissymétrique, donc ce que vous voyez ici. Ou alors de voir si d'un côté, donc sur le bord interne, il y avait un angle prononcé, donc bombé ou pas. Donc c'est la différence qu'on a sur le point 7. Après c'était sur un peu un critère assez proche, c'est-à-dire de voir s'il y avait un bec, c'est-à-dire un angle très aigu, sur le côté interne ou pas. Et enfin, certains observateurs avaient relevé le fait qu'on avait possiblement un col plus large à l'arrière donc du lobe, sur les amphibus par rapport à Sapidus. Donc on a ajouté ce critère pour, voir ce que ça pouvait, donner, en termes de retour. Donc tous les échantillons ont été fournis à une dizaine, enfin à 10 observateurs précisément, sous forme de photos. Je vais vous montrer, ensuite. Alors, c'est vrai que c'est pas la même chose de montrer des photos ou d'avoir des échantillons sous la main. Et d'une part, ça permettait à tout le monde d'avoir les échantillons en même temps. Et surtout, on s'est rendu compte que certains échantillons étaient très fragiles, notamment les crânes des jeunes individus. Et qu'en fait, entre le premier observateur qui avait le crâne complet et un dernier observateur, le 10e, qui avait accès au crâne, il aurait eu des miettes de crâne, ce qui n'aurait pas permis de juger de la même façon. Donc là, on part sur photo, ce qui peut être peut-être, critiquable, mais qui permet au moins que tout le monde ait exactement la même base. Donc je vais vous passer les 3 prochaines diapositives très rapidement. Oui, Julien, Julien, excuse-moi, je te coupe, pour te prévenir qu'il te reste 5 minutes. OK, d'accord. Donc très rapidement, voici, ce que ça donnait, hein, ce que les observateurs, nos 10 observateurs, donc il y en avait, 7 en Limousin et 3 hors Limousin, ont dû, juger. Donc là, c'est les photos de crâne qu'ils ont reçues, enfin là, c'est 6 sur les 31 échantillons. De la même façon, c'est les photos de mandibules sur lesquelles ils ont dû, s'exprimer. Et enfin, quelques photos, quelques zooms sur, les molaires inférieures, la première molaire inférieure. Tous les échantillons, enfin, ont été envoyés en 3 volets, c'est-à-dire crâne, mandibule et molaire, de façon indépendante, qu'il ne puisse pas y avoir en fait de lien entre chacune de ces pièces. C'est-à-dire que chaque observateur devait juger indépendamment les molaires, les mandibules et les crânes. Je vais essayer de passer à la diapo suivante. Donc, on vous présente des premiers résultats parce qu'en fait, on est enfin, en cours de travail. On vient juste de recevoir, enfin, assez récemment en tout cas, les retours des observateurs et pour l'instant, on n'a pas encore de retour sur l'analyse génétique. Donc c'est vraiment pour, vous présenter le début de l'étude et on espère pouvoir, au prochain séminaire, vous présenter les résultats, les véritables résultats et les résultats définitifs. Donc on a déjà essayé de regarder quelques petites choses. Alors ici, c'est une comparaison de la phase enfin des retours qu'on a eus en fonction des 9 critères, utilisés. Donc rapidement, c'est pour montrer qu'il y a des critères sur lesquels, on a un gros conflit. C'est-à-dire que, en rouge, là, vous avez les barres où, pour un échantillon donné, on n'a pas eu toujours la même espèce qui était décrite. C'est-à-dire qu'en vert, c'est les échantillons pour lesquels tout le monde s'est exprimé pour une même espèce, c'est-à-dire soit Amphibus, soit Sapidus. Et en rouge, c'est les cas où il y a au moins un des 10 observateurs qui a donné, une autre espèce par rapport aux autres. En tout cas, les 2 espèces apparaissent, sont citées pour le même échantillon. Les histogrammes en gris sont ceux pour lesquels on a une espèce citée et d'autres observateurs, ne s'expriment pas. Donc, ça reste correct, il n'y a pas forcément une erreur. On arrive toujours, il n'y en a qu'une espèce qui est citée, mais certains observateurs ne s'expriment pas. Donc on voit déjà qu'on a, a priori des critères
sont un peu plus délicats à prendre en compte, en tout cas pour lesquels les observateurs ont un peu plus de mal à juger. Pour le meilleur taux de réussite, on va dire, c'est pour des critères sur la M1 par exemple, où ici on a une grande proportion d'échantillons pour lesquels tout le monde est d'accord sur une espèce. Une autre façon de voir les choses, ici, c'est la proportion pour chaque critère, de réponses indéterminées. C'est-à-dire, les observateurs n'ont pas su déterminer, si ça pointait vers une espèce ou vers l'autre. Et du coup, là, on voit encore apparaître quelques critères qui posent plus de problèmes, en tout cas aux identificateurs, notamment, sur la mandibule, longueur du processus coronoïde, par exemple, où, on a aussi essayé de leur proposer une intégration de tous les critères mandibule, et même si en prenant en compte tous les critères qu'ils avaient sur la mandibule, on a quand même encore 18 de cas où les observateurs ne s'expriment pas. En revanche, sur les molaires, inférieurs, on a d'assez bons résultats. Notamment, vous voyez sur ces 2 critères ici, où on a très peu en fait, d'indécision. Pour un critère comme la projection qui est des incisives, qui est souvent utilisé, on a quand même encore, 15 d'indécision, donc on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Donc un petit diapositive, pardon, sur les résultats, sachant que, comme je vous le disais avant, on n'a pour l'instant pas de résultats génétiques. Par contre, on s'est amusé à tenter quand même, quelques premières analyses en considérant qu'on avait 26 échantillons sur 31 pour lesquels, à peu près tout le monde, enfin la majorité en tout cas, des critères pointaient vers une espèce, précise. En gros, 95 des réponses, aux différents critères pour les différents, intervenants, heu, guidaient soit vers Amphibus, soit vers Sapidus. Donc c'est pour ça que je le mets entre guillemets «ces erreurs», puisque pour l'instant, ben, voilà, on n'a pas de résultats de génétique, pour confronter. Alors je ne sais pas si la lecture de ces graphiques de ces histogrammes est très simple, mais en gros, en vert, ce sont les Arvicola, les, échantillons qu'on a identifiés a priori comme Amphibus d'après la majorité des réponses, et en orange, ce qui a été identifié comme Sapidus. Et vous avez là en abscisse les réponses qui ont été données pour un critère donné, par les observateurs. En gros, c'est-à-dire que si on considère que ces 26 échantillons, sur 26 échantillons qui ont été bien, qui sont a priori des Amphibus, même s'il faudra le confirmer par génétique, on en a eu, une grosse part ici qui était, considérée comme Amphibus, mais on a quand même cette partie qui a été, identifiée en Sapidus, donc qui est a priori une erreur. On a la même analyse sur Sapidus, et après on a toute une partie, d'observateurs qui ne s'est pas prononcé. Vous voyez que, bon, alors là, on a mis que 2 critères, mais ces graphiques ont été faits pour, les 9 critères pris en compte. Et donc là, vous voyez que sur, la partie, largeur du col, par exemple, on a beaucoup plus d'erreurs que sur, le critère précédent, qui est la symétrie bilatérale de cette boucle antérieure. Julien, on arrive à la fin du temps. Est-ce que tu peux finir rapidement sur tes dernières diapositives, s'il te plaît? Il en reste plus que 2. Merci. Donc, pour la discussion, simplement, c'était pour vous dire qu'en termes d'identification génétique, l'extraction d'ADN ne semble pas facile. C'est-à-dire que pour l'instant, le laboratoire a essayé sans détruire les pièces osseuses et n'a pas réussi, enfin, en essayant d'avoir de l'ADN en surface. Donc là, on va tenter en détruisant complètement les crânes, c'est-à-dire en broyant l'ensemble des pièces osseuses. On n'a pas encore de résultats, on verra ce que ça donne, on espère en avoir. Pour les critères ostéologiques, on se rend compte, par rapport au retour des observateurs, que les choses sont un peu subtiles, souvent subjectives et souvent pas suffisamment décrites, notamment, par exemple sur, la position des pièces osseuses, la position du crâne ou des mandibules pour pouvoir bien juger des différents critères. On a commencé aussi à regarder s'il y avait des biais interobservateurs, et pour l'instant, sur les 10 observateurs qui se sont exprimés, on a très peu de différences. On n'a pas, un observateur qui donne systématiquement l'inverse des autres, par exemple. Donc ça, c'est plutôt rassurant.
Et pour finir, je voulais, remercier, un peu toutes les personnes qui ont participé, notamment les 10 premières qui sont, en fait, toutes les personnes qui ont participé aux critères, enfin, qui ont donné leur avis sur les différents critères, retenus. Je remercie également, Patrick Hafner et Patrick Brunet-Lecomte, qui nous ont conseillés et qui nous ont fait des remarques, régulièrement. Et je voulais signaler que, nous avons eu un soutien financier, de l'INPN et du MNHN pour, la partie analyse génétique. C'est-à-dire que le coût du laboratoire sera pris en compte, enfin, sera pris en charge, par le MNHN. Voilà, c'est tout pour moi et puis, je remercie évidemment tous les organisateurs, d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci Julien. Alors en fait, il n'y a pas beaucoup de questions, donc on va aller assez vite, comme ça on va gagner un peu de temps. Il y a une question sur les problèmes de taxonomie encore entre campagnols terrestres, formes aquatiques, amphibius, terrestris, etc. Donc il y a eu un lien qui a été envoyé dans le chat, donc je vous laisse aller voir le lien. OK. Et voilà, après si tu veux dire 3 mots dessus pour l'instant, peut-être pour que tout le monde soit au courant. Voilà. Pourquoi on en est encore en fait à avoir 2 noms taxonomiques pour la forme aquatique par exemple? Pour la forme aquatique? Ouais. Non, enfin, ouais, après, a priori, on n'a pas trop de doutes par rapport, à Arvicola sapidus. En effet, c'est plutôt pour, Arvicola, anciennement terrestris, qui est passé amphibius et Amanticola. C'est vrai que, de notre côté, simplement en regardant, là j'ai mis la bibliographie à la fin, enfin quelques références bibliographiques. Si on regarde dans le handbook, des mammifères du monde, heu, on aurait a priori chez nous, possiblement, 2 espèces qui seraient Manticola et Amphibius. Cela dit, sur une publication récente de 2020, enfin la dernière que je mets là en bibliographie, je pense que vous y avez accès, heu, les auteurs auraient plutôt tendance à dire qu'on pourrait se limiter à Amphibius, sur notre territoire. Ok. Je renvoie les personnes vers la biblio. Et dernière question, il y a Fabrice Darino qui signale que l'ADN dans les dents est en général bien conservé. Est-ce qu'ils ont Alors tenté de faire de l'extraction par les dents? Voilà. Alors, pas pour l'instant, mais ça va être le cas puisque là, ils vont essayer de tout broyer. En fait, on voulait essayer pour garder en collection, éventuellement pour chercher d'autres critères, ostéologiques, les échantillons autant que possible. Donc pour l'instant, on avait envoyé qu'une mandibule, au laboratoire et ils avaient essayé en effet de, simplement racler, la surface des dents. Antagen a déjà fait ce travail, notamment avec, nos collègues normands sur, des musaraignes, donc des individus beaucoup plus petits, notamment enfin, c'était des nomis et ils avaient eu des bons résultats. Là, pour l'instant, c'est vrai que les premiers tests qu'ils ont fait sur des crânes, nos crânes d'Arvicola, donc qui sont issus de pelotes comme ceux des normands, n'ont rien donné, alors que c'est des crânes beaucoup plus gros, donc évidemment, on a été un petit peu surpris. Mais c'est pas non plus le même type de dents et après on pense qu'il y a une influence du fait qui est liée au fait que les crânes sont souvent des crânes de jeunes individus, donc peut-être plus sensibles au suc digestif et par ailleurs, c'est pas le même type de dents. C'est-à-dire que là, on a des types, un peu comme de type Microtus, Arvicola, c'est des dents à croissance continue et les molaires sont creuses et il y a beaucoup plus d'espace aussi entre l'os et les molaires, ce qui fait que les sucs digestifs attaquent peut-être plus facilement et si vous regardez une dent d'Arvicola, enfin notamment les molaires et que vous regardez en dessous, enfin, en fait, c'est creux, quoi. Donc il est possible que ça retienne, moins bien, enfin qu'il y ait moins de résidus d'ADN qui persistent, quoi. Ok.